Imaginez un temps lointain, autour du 6e siècle avant notre ère, dans les villes portuaires animées de la Grèce antique. Avant cette période, les gens expliquaient le monde qui les entourait en utilisant des histoires sur les dieux et les déesses. Ils croyaient que Zeus lançait des éclairs quand il était en colère et que Poséidon créait des tremblements de terre en frappant le sol avec son trident. Ces mythes étaient la vérité acceptée, fournissant des réponses aux plus grandes questions de la vie, du changement des saisons à la création de l'univers. C'était la façon traditionnelle de comprendre la réalité, une riche tapisserie de récits divins transmis de génération en génération. Ces histoires étaient réconfortantes et donnaient un sens de l'ordre à un monde qui semblait souvent chaotique et imprévisible. Cependant, un nouveau genre de curiosité a commencé à émerger dans une région appelée l'Ionie, sur la côte de la Turquie actuelle. Un groupe de penseurs, que nous appelons maintenant les présocratiques, a commencé à voir le monde différemment. Ils n'étaient pas satisfaits des anciennes explications mythologiques. Ils ont commencé à se demander s'il n'y aurait pas d'autres raisons, plus naturelles, pour expliquer pourquoi les choses se produisent. Ce fut un changement révolutionnaire dans la conscience humaine. Au lieu de demander qui était responsable des phénomènes naturels, ils ont commencé à demander quelle était la cause sous-jacente. Ils furent les premiers à suggérer que l'univers pouvait être compris par l'observation et le raisonnement logique, plutôt que par la simple foi en des contes anciens. Ce réveil intellectuel ne s'est pas produit dans le vide. Le monde grec à cette époque était un carrefour commercial et un lieu d'échange culturel. Des idées d'Égypte et de Babylone ont afflué dans des villes comme Milet, apportant avec elles de nouvelles connaissances en mathématiques et en astronomie. Cet environnement a favorisé un esprit de curiosité et de pensée critique. Les présocratiques étaient souvent des marchands, des voyageurs et des hommes d'État qui avaient été exposés à différentes cultures et façons de penser. Cette perspective plus large les a encouragés à remettre en question leurs propres traditions et à chercher des principes universels qui pourraient expliquer le monde d'une manière que tout le monde, quelle que soit son origine culturelle, pourrait potentiellement comprendre et vérifier. Leur approche a marqué le tout début de ce que nous appelons maintenant la philosophie et la science. Ils étaient des pionniers, s'aventurant en territoire intellectuel inconnu sans carte. Ils utilisaient leur sens pour observer le monde naturel et leur esprit pour formuler des théories logiques, ou logos, sur sa nature fondamentale. Cette quête systématique de la connaissance, basée sur des preuves et des arguments rationnels, était un départ radical de la vision du monde basée sur le mythe, ou mythos. Ils ont jeté les bases d'une tradition d'enquête critique qui allait façonner le cours de la civilisation occidentale, faisant passer l'humanité d'un monde expliqué par des caprices divins à un monde régi par des lois naturelles et compréhensibles. Parmi les premiers et les plus influents de ces penseurs, on trouve Thalès de Milet. Il est souvent considéré comme le tout premier philosophe de la tradition occidentale. Thalès a fait une affirmation audacieuse et simple. Tout dans l'univers est finalement fait d'eau. Cela peut nous sembler étrange aujourd'hui, mais c'était une idée révolutionnaire. Il a observé que l'eau est essentielle à toute vie, qu'elle peut exister sous forme solide, la glace, liquide et gazeuse, la vapeur, et que la terre elle-même semblait flotter sur l'eau. En proposant une substance unique et naturelle comme origine de toute chose, Thalès faisait un pas de géant. Il suggérait que le monde complexe que nous voyons pouvait être expliqué par un principe fondamental, un archet, sans avoir besoin d'invoquer les dieux. Sur les traces de Thalès, son élève, Anaximandre, a poussé le concept un peu plus loin. Anaximandre n'était pas d'accord pour dire que la substance première pouvait être l'eau ou tout autre élément observable. Il a raisonné que si un élément, comme l'eau, était la source de tout, il aurait vaincu ses contraires, comme le feu. Au lieu de cela, il a proposé que l'archet était quelque chose qu'il appelait l'apeiron, ce qui signifie l'illimité ou l'indéfini. C'était une idée vraiment abstraite. L'apeiron était une substance éternelle, illimitée et indéfinie, d'où tous les éléments familiers, la terre, l'air, le feu et l'eau, ont émergé et vers laquelle ils retourneraient, éventuellement, maintenant un équilibre cosmique. Un troisième grand penseur de Milet, Anaximène, a proposé une autre théorie. Il était un élève d'Anaximandre et a essayé de trouver un juste milieu entre l'idée concrète de Thalès et le concept abstrait de son maître. Anaximène a proposé que la substance fondamentale était l'air, ou pneuma. Il a soutenu que l'air, comme l'apeiron d'Anaximandre, est infini et toujours présent, mais contrairement à lui, l'air est une substance tangible que nous pouvons expérimenter.
Il a expliqué que toutes les choses étaient formées à partir de l'air par les processus de condensation et de raréfaction. Quand l'air devient plus rare, il se transforme en feu. Quand il se condense, il devient vent, puis nuage, eau, terre et finalement pierre. C'était une tentative brillante d'expliquer les différences qualitatives par des changements quantitatifs. Ces philosophes milésiens, bien que leurs conclusions spécifiques fussent différentes, partageaient un but commun. Ils cherchaient tous la réalité unique et sous-jacente derrière le monde des apparences. Ils croyaient que l'univers était un cosmos, un système ordonné et intelligible, et non un chaos sujet aux caprices imprévisibles des divinités. Cette recherche d'un principe unificateur, d'une théorie du tout, est devenue un thème central en philosophie et en sciences. Leur acte révolutionnaire fut de faire confiance au pouvoir de l'esprit humain pour comprendre la structure fondamentale de l'univers par l'observation et la pensée rationnelle seule, jetant les bases de toute future enquête scientifique et philosophique. À mesure que la pensée philosophique se développait, un débat majeur est apparu qui allait captiver les penseurs pendant des siècles. Ce débat portait sur la nature de la réalité elle-même. Le monde est-il en état de flux constant, ou est-il fondamentalement immuable et éternel ? Représentant le côté du changement constant, Héraclite d'Éphèse, une figure énigmatique et aristocratique. Il est célèbre pour sa déclaration énigmatique « On ne peut pas descendre deux fois dans le même fleuve ». Parce que le fleuve et la personne qui y descend changent constamment. Pour Héraclite, la seule constante dans l'univers était le changement lui-même, un processus qu'il comparait à un feu toujours vivant. Tout est en état de mouvement et de transformation perpétuelle. Héraclite croyait que ce flux constant n'était pas chaotique, mais était régi par un principe universel qu'il appelait le logos. Ce logos est l'ordre et la raison sous-jacent du cosmos, une loi qui assure un équilibre entre les forces opposées, comme le chaud et le froid, ou le jour et la nuit. Il voyait le monde comme une harmonie dynamique des contraires, où le conflit et la tension, qu'il appelait la guerre, sont les pères de toutes choses. Cette perspective signifiait que la réalité n'est pas une collection d'objets statiques, mais un processus continu de devenir. Comprendre le monde, pour Héraclite, signifiait saisir ce logos dynamique et omniprésent qui orchestre la danse cosmique du changement. De l'autre côté de cette grande fracture philosophique se tenait Parménide d'Élée. Il a présenté une vision radicalement différente et stimulante de la réalité. Par un usage puissant de la logique, Parménide a soutenu que tout changement est une illusion. Il partait d'une prémisse simple. Ce qui est, et ce qui n'est pas, n'est pas. De là, il a déduit que la réalité, ou ce qui est, doit être une sphère unique, immuable, indivisible et éternelle. Elle ne peut avoir ni commencement ni fin, car cela impliquerait qu'elle vient de ce qui n'est pas, ce qui est impossible. De même, elle ne peut pas changer ou bouger, car cela impliquerait qu'elle devienne quelque chose qu'elle n'était pas auparavant. La philosophie de Parménide a créé une distinction nette entre le chemin de la vérité, la logique, et le chemin de l'opinion, les sens. Nos sens nous montrent un monde de multiplicité et de changement. Les choses naissent, grandissent et meurent. Mais selon la logique rigoureuse de Parménide, cette expérience sensorielle est fondamentalement trompeuse. La vraie réalité est une et immuable. Ce fut une conclusion profonde et troublante, car elle suggérait que le monde que nous expérimentons chaque jour n'est pas du tout le monde réel. Ces arguments puissants ont forcé les philosophes qui ont suivi à se débattre avec la relation entre l'apparence et la réalité, et entre la raison et la perception sensorielle, un problème qui reste central en philosophie. L'importance des philosophes présocratiques ne saurait être surestimée. Ils ont fondamentalement modifié le cours de la pensée humaine. Leur plus grande contribution fut l'invention d'une nouvelle façon de penser. En déplaçant le centre d'intérêt des mythes surnaturels, mythos, vers l'explication naturaliste, logos, ils ont établi les fondements mêmes de la philosophie et de la science occidentale. Ils furent les premiers à insister sur le fait que l'univers n'est pas chaotique, mais constitue un tout ordonné, un cosmos, qui peut être compris par l'intellect humain. Cette confiance dans le pouvoir de la raison pour découvrir les secrets de la nature fut leur don le plus révolutionnaire et le plus durable. Ils nous ont appris à demander pourquoi et comment d'une nouvelle manière, en cherchant des réponses dans le monde lui-même plutôt que dans les cieux. Leurs diverses théories, bien que souvent simples ou même incorrectes selon les normes modernes, ont introduit des concepts clés qui domineraient la discussion philosophique pendant des millénaires. La recherche de Thalès d'une substance première unique,
a initié le domaine de la métaphysique, l'étude de la nature fondamentale de la réalité. Les idées d'Héraclite sur le changement et le logos, et les arguments de Parménide pour une réalité immuable, ont encadré le débat durable entre l'être et le devenir. D'autres penseurs, comme les atomistes, Leucippe et Démocrite, ont proposé que le monde était fait de minuscules particules indivisibles, se déplaçant dans le vide, une idée qui a étonnamment préfiguré la théorie atomique moderne de plus de 2000 ans. Ces premiers penseurs ont directement influencé les géants de la philosophie grecque qui les ont suivis. Socrate, Platon et Aristote ont tous bâti sur les questions et les concepts d'abord soulevés par les présocratiques. La théorie des formes de Platon, par exemple, peut être vue comme une tentative de concilier les vues apparemment contradictoires d'Héraclite et de Parménide. Son monde de formes parfaites et éternelles ressemble à la réalité immuable de Parménide, tandis que le monde physique de nos sens reflète le monde de flux constant d'Héraclite. L'étude systématique du monde naturel par Aristote et sa recherche des causes était une continuation directe de l'esprit scientifique né en Ionie. Les présocratiques ont établi l'ordre du jour de la philosophie. En conclusion, les présocratiques furent les véritables pionniers de la pensée rationnelle. Ils furent les premiers à oser expliquer le monde en ses propres termes, en utilisant l'observation et la logique comme outils principaux. Ils ont posé les grandes questions: de quoi est fait le monde ? Quelle est la nature du changement ? Comment pouvons-nous savoir ce qui est réel ? Bien qu'ils aient fourni de nombreuses réponses différentes, c'est leur méthode d'enquête qui a vraiment tout changé. Ils ont fait passer l'humanité d'un monde expliqué par des histoires à un monde qui pouvait être investigué. Pour cette raison, chaque scientifique travaillant dans un laboratoire et chaque philosophe réfléchissant à la nature de l'existence aujourd'hui doit une dette profonde à ces penseurs audacieux et brillants de la Grèce antique.